Bonjour et bienvenue à tous dans le 37e épisode de What is Love. Je suis Aïssata. Et moi, Meggy. Et cette semaine, l'épisode que nous avons pour vous est une histoire digne d'Harry Potter, digne comment on appelle ça? Les bâtons magiques là, digne de baguettes magiques Ah, ça. à base d'abracadabra et de potions Ah, ça, et de marabouts et de villages. c'est le camp de la sorcellerie au sens propre. On parle d'habitude de camp de la sorcellerie quand quelqu'un a zaillé dans l'histoire. Mais là, hum, on s'en va au village. Incantation. En tout cas, mieux on va vous laisser écouter, puis on va se trouver à la fin pour bien parler de ce qu'on a tous entendu dans cette histoire. En tout cas, bonne écoute. Donc, je vais me présenter assez rapidement pour la petite histoire. Donc, moi, je suis née au Congo, mais j'ai grandi ici en Europe. Donc, on va dire que je suis un peu une whitey. C'est important de mettre ça dans ce contexte-là. Donc, j'ai grandi ici dans une famille assez compliquée. Je n'ai pas vraiment une définition de ce que c'est que le mariage, d'une famille, vraiment un papa, une maman, etc. Moi-même n'ayant pas connu ma maman, j'ai grandi une partie de ma vie avec mon papa qui avait refait sa vie, etc. Et donc en grandissant, forcément, j'avais déjà des carences. On va dire. Enfin, j'estime que j'avais déjà des carences. Et donc, je me suis retrouvée à mal choisir les hommes, si on peut dire ça comme ça. Je me suis trompée 2 fois. J'ai eu des enfants à travers ces 2 relations-là, par choix. Hein, ça n'avait pas été une obligation, c'était par choix parce que j'étais totalement contre tout ce qui est avortement, etc., de par mon éducation. Et donc, je suis restée, quand j'ai eu mon dernier, qui a aujourd'hui bientôt 3 ans, je suis restée, on va dire, 2 ans toute seule, avant de pouvoir me relancer à nouveau dans une relation, parce qu'il me fallait le temps de apprendre à faire confiance, à me reconstruire aussi petit à petit, etc. Et quand je me suis sentie prête, je me suis dit que ça y est, là, normalement, la prochaine fois, ça devrait être normalement bien se passer, etc. Donc, je m'en suis à ce moment-là, c'est ma cousine qui me dit inscris-toi sur les sites de rencontres, etc. Ça peut être intéressant, t'es pas trop sociable, t'aimes bien être dans ton coin, donc le fait de le faire à distance, peut-être que ça serait beaucoup plus simple. Et je me suis dit, bon, pourquoi pas? Donc, je me suis inscrite sur un site de rencontres. Donc, je commence un peu à discuter avec des gens et ça a commencé vite à me lasser parce que y avait trop de personnes qui vont écrire. Et moi, j'aime pas trop m'étaler, en fait. Je fais pas partie de ces femmes qui aiment s'étaler au niveau des relations. Et puis, on va dire qu'il y a un jeune homme qui m'avait écrit. Je crois que j'ai dû lui répondre peut-être une semaine après. Je sais pas si c'était Dieu ou quoi. Aujourd'hui, je me demande si c'était pas un signe de Dieu. Mais j'ai fini par répondre à ce message parce que je m'ennuyais. Et de là est parti un début de belle relation. Donc, on a commencé après à se connaître, on discutait tout le temps, etc. Et donc, lui, il vient, et je viens de l'Afrique centrale, donc lui aussi vient d'un autre pays, donc le Cameroun. Et donc, il y avait beaucoup de similitudes au niveau des habitudes, etc. Donc, on s'est vite compris, en fait. Et de par son histoire aussi que j'avais beaucoup aimé, il venait d'Afrique, il venait d'arriver tout récemment en Europe. Et il avait un parcours de vie assez poignant. Et étant donné que de formation, je suis travailleur social, donc forcément, mon cœur de travailleur social s'est dit, tiens, je vais l'aider. Je vais l'aider. Et donc, on a commencé à discuter, etc. Et je me souviens qu'à ce moment-là, je parlais aussi avec d'autres hommes parce que forcément, je repartais un peu sur le marché. Donc, j'apprenais à connaître d'autres hommes. Et il était au courant. Je l'avais quand même prévenu en amont que tu n'es pas le seul avec qui je parle. Mais c'est vrai que tu fais un peu partie des préférés, si je peux dire ça comme ça. Parce que c'est avec toi que je me sens le mieux. On discutait énormément. C'était devenu mon meilleur ami, mon frère. Enfin, vraiment, il correspondait à quasiment tous les points, au type d'homme dont j'avais besoin à ce moment-là. Et donc, on a discuté pendant 4 mois comme ça. Donc, ça a duré pendant un bon 4 mois. On va s'appeler tous les soirs. Vraiment, c'était assez intéressant. Et puis, on a décidé de se voir. Donc, on s'est vu la première fois. Ça a été le coup de foudre, on va dire ça comme ça. On s'est vu, ça a été une évidence. On est allé manger au restaurant. Il s'est démarqué de tous les hommes que j'avais connus jusqu'à présent. Il m'a amené au restaurant. Il m'a ramené un cadeau. Je me suis dit, intéressant. Donc, il y a quelque chose à faire. Et on a passé un bon moment et donc moi je suis rentrée de mon côté et après quand il m'a rappelé d'ailleurs en me disant que j'avais beaucoup apprécié le temps qu'on avait passé ensemble et j'aimerais qu'on pousse un peu plus loin. Donc moi j'avais un peu cette réticence de me dire que je sors quand même de quelque chose de difficile
Il faut savoir que donc, quand j'ai quitté le papa de mon fils, j'étais enceinte de même pas un mois. Je venais de l'apprendre et j'avais dit que je ne voulais plus continuer. C'était devenu trop compliqué. Il y avait des histoires de violence conjugale, etc. Donc j'avais dit que je ne pouvais plus. Et donc là, c'était un peu un souffle nouveau. Et j'avais en face de moi quelqu'un qui me faisait beaucoup de promesses. Il allait être différent et qu'il allait me montrer ce que c'est d'avoir une vie de famille finalement. Et donc je me suis un peu accrochée à cette promesse-là. Donc on a commencé notre relation. Ça se passait vraiment génial. Je pense que c'est la première fois où j'étais dans une relation où, même quand on me demandait comment ça se passait, j'avais toujours cette phrase de dire que je me sens en paix. C'est-à-dire que je me sentais en paix par rapport à cet homme-là. Je n'avais pas de crainte, je n'avais pas de peur. Et malgré nos différences culturelles, dans le sens où il a grandi en Afrique, moi j'ai grandi ici, donc moi j'avais cette mentalité de Haïti. Lui, c'était vraiment tout l'inverse. Mais on arrivait quand même à passer au-dessus de ça, vraiment. Et donc la relation elle a évolué, j'ai rencontré la famille a validé, il a commencé à rencontrer aussi les gens de mon côté et on commençait à parler de mariage. Et donc en commençant à parler de mariage, donc forcément on informe un peu nos proches, on essaie de savoir comment ça se passe parce que moi j'ai jamais eu à faire tout ce qui est dot, j'ai jamais eu à franchir le pas, même si chez nous les Congolais c'est c'est très important ce truc-là, mais moi j'avais jamais eu à franchir le pas. Il faut savoir déjà que quelques mois avant, on avait eu une grosse dispute où j'étais au travail. Ma soeur qui avait emprunté ma voiture m'appelle pour me dire que la police était en train d'enlever ma voiture pour l'amener à la fourrière. Donc il fallait que je vienne dans l'immédiat. Et quand j'arrive dans l'immédiat, ce jour-là, il ne travaillait pas, donc il gardait mon dernier chez lui à la maison parce qu'on n'habitait pas encore ensemble. Pendant que j'arrive sur place, je vois en fait la police en train de prendre ma voiture et je vois monsieur qui passe devant moi avec une femme et un bébé dans une poussette. Il était censé être chez lui avec mon enfant. Le bébé dans la poussette n'était pas mon enfant. Ma tête fait un tour. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Donc déjà, j'étais dans la situation en train d'enlever ma voiture. Donc déjà, j'étais au bout de ma vie. Et je vois ça aussi. Je me dis, mais c'est ma journée, qu'est-ce qui se passe? Et donc, je l'appelle, je lui dis, mais tu es où exactement là? Il commence à... Oui, pourquoi tu m'appelles? Déjà, tu me dis pas bonjour, qu'est-ce qui se passe? Je dis, non, je te demande où tu es. Je suis à la maison. Je dis, ok, où est mon fils en fait? Il est avec moi. Je dis, tu es sûr que tu es avec mon enfant? Je dis, mais c'est qui la jeune fille qui est à côté de toi avec le bébé dans la poussette? Il commence à s'énerver. Je dis, non, mais là, en fait, il faut... Attention, des gens en train de... Il faut m'expliquer ce qui se passe, en fait. Et il me dit non, il essaie de se justifier. Donc, j'étais tellement en colère que j'ai raccroché le téléphone. Et avant de raccrocher, je lui ai dit que c'est fini entre nous. Là, c'est fini entre nous. Je suis fatiguée. Là, je suis fatiguée. J'aime pas le mensonge. Donc là, je comprends pas comment ça fait que tu es en dehors de chez toi, à quasiment 1 heure de chez toi, sans mon enfant de surcroît parce que je t'ai confié mon enfant. Il essaie de me rappeler derrière pour essayer de m'expliquer les choses, mais j'étais tellement déjà énervée que j'ai pas apprécié le mensonge en fait. Quand je finis de régler l'histoire de la voiture, je l'appelle, je lui dis que je viens récupérer mon enfant chez toi. Il commence un peu à essayer de jongler. Je lui dis que non, je viens récupérer mon enfant chez toi. Donc je me déplace, je fais 1 heure de trajet, je vais chercher mon enfant parce que j'avais plus de voiture, donc j'ai dû prendre les transports. J'arrive, je récupère mon enfant, je lui ramène ses affaires qu'il avait chez moi. J'étais tellement fâchée que c'est vrai que sur le coup, j'ai réagi un peu sur le coup de l'émotion et je lui dis que c'est terminé entre nous. Il faut savoir qu'on a déjà eu à avoir des disputes de couple, comme tout le monde, mais c'était jamais arrivé au stade où je me lève comme ça et puis je m'énerve autant contre lui, en fait. Ce jour-là, j'étais vraiment, vraiment énervée. Donc, je lui dis que c'est terminé entre nous et donc, je récupère mon fils, je rentre chez moi. Je crois que 2 jours se passent et sa grande sœur m'appelle pour venir s'excuser en son nom. Donc, j'écoute, c'est normal, c'est le respect. J'accepte l'excuse, donc on arrange nos problèmes. Je finis par lui demander déjà où était mon enfant, parce que j'estime que c'est le plus important. Où il avait laissé mon enfant, donc il me dit qu'il avait confié mon enfant chez une petite à lui. Je dis, mais du coup, c'est qui la femme et puis l'enfant avec qui je t'ai vu? Il me dit, non, c'est une petite à moi que j'aide, parce qu'il faut savoir que monsieur aide les personnes pour faire des demandes d'asile, demande de papier d'asile. Donc il aide beaucoup au niveau des démarches. Donc souvent, on lui envoie des gens pour qu'ils puissent les aider à faire leurs demandes. Il me dit que non, c'est une petite qu'on m'a envoyée que je puisse l'aider à faire la démarche. Je dis ok, donc la petite là, ça fait combien de temps qu'elle est chez toi et comment ça se fait que je suis pas au courant? Et donc là, dans la foulée, j'apprends que ça faisait des jours qu'elle dormait chez lui. Tout ça, je dis ok. Donc c'est à quel moment que tu comptais m'en informer? Il me dit que non, comme je savais que ça allait t'énerver, donc je t'en ai pas parlé. Je dis d'accord, donc tu es conscient que le fait de faire ça, ce n'est pas normal, que ça allait m'énerver, mais tu as préféré me le cacher et maintenant je le découvre d'une certaine manière, forcément ça va encore plus m'énerver en fait. Je me suis dit, bon, bénéfice du doute. Donc, je laisse ça passer. Quelque temps passe, donc on a recommencé un peu à arranger notre relation, mais je commençais à sentir quelque chose de bizarre.
Un jour comme ça, il était à la maison. Donc, il faut savoir qu'il venait à la maison de vendredi à dimanche, chaque week-end. Il n'a jamais loupé un seul week-end. Il n'a jamais loupé un seul week-end. Donc, il travaille de lundi à vendredi. Quand il a des vacances, il est à la maison. Quand il a ses week-ends, il est à la maison. Il n'a jamais loupé un seul week-end. J'ai commencé à le trouver un peu bizarre parce qu'avant, on pouvait rester au téléphone très longtemps. Il vivait seul, donc forcément, je connaissais sa vie, etc. Et là, ça devenait un peu bizarre. Un jour, je me vois lui demander « Est-ce que tu me trompes ?» Je le regarde dans les yeux, je lui dis « Est-ce que tu me trompes ?» Il me regarde et me dit « Mais non, je ne peux pas te tromper, c'est impossible. Je sais ce que tu as traversé, je sais d'où tu viens, donc je ne peux pas t'infliger ça. » Sachant que toi et moi, quand on s'est connus au départ, je t'avais toujours dit que la pire chose qu'une femme peut me faire, c'est me tromper. Donc, je ne peux pas te faire ce que moi-même, j'aimerais pas qu'on puisse me faire. Et de toute façon, j'ai pas le temps. Je suis chez toi tous les week-ends. Je dis, ok. Encore bénéfice du doute. On avance dans la relation, on avance, etc. Je me dis, bon, peut-être que c'est une saison entre nous, ça va passer, etc. Il est là tous les week-ends, effectivement. Donc, je n'ai pas vraiment de questions à me poser. Et puis voilà, donc on avance. Au mois de juillet, donc l'été dernier, il en est à la maison, il me fait asseoir et donc il veut me parler un peu sérieusement de comment on avance dans la relation, etc. Qu'il aimerait bien qu'on s'installe ensemble, que vraiment on franchisse l'étape, qu'on fasse maintenant les choses clairement, on parle de la dot, on pose une date, etc. Machin. Je dis ok, moi, il n'y a pas de problème. Forcément, on est presque à 2 ans de relation, c'est un peu la suite logique, donc pourquoi pas. Il me présente à sa tante, donc la petite sœur à son papa, et il était super content. Il était super content quand sa tante a validé. Donc, c'est elle, ma femme, comme on dit chez nous. Moi, vraiment, ma femme, quoi, la mère de mes enfants, machin, etc. Et une petite parenthèse, quelques mois avant, j'étais tombée enceinte. J'ai décidé de ne pas garder parce que j'estimais que j'avais déjà 2 enfants. Je savais c'était quoi la maternité. Et j'avais dit que la prochaine fois que je faisais un enfant, je voulais que ça soit dans un contexte familial, où je sois avec mon mari. On a notre enfant, on vit la maternité ensemble. C'est quelque chose que je n'ai pas eu avec mes 2 enfants. Je ne sais pas c'est quoi vivre une maternité avec un homme et une femme. Je ne sais pas ce que c'est. Et quand c'est arrivé, je trouvais que c'était beaucoup trop tôt et que la situation faisait que il est chez lui, je suis chez moi. Je trouvais ça un peu bizarre. Donc, je n'ai pas gardé d'un commun accord. Donc, quand il me présente à sa tante, 1 semaine après, on part en Belgique, donc rencontrer sa famille. Pendant le séjour, je vois une autre personne. Tout le temps, il est super nerveux. Il s'énerve contre moi. Il m'insulte. Il me crie dessus devant ses proches alors que c'est quelque chose qu'il n'a jamais eu à faire. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'a jamais été violent envers moi. Ni verbalement, ni physiquement. C'était même quelqu'un, on pouvait se prendre la tête dès qu'il me voyait pleurer. Il laissait tout tomber. Il ne supportait pas de me voir mal. Et là, j'avais en face de moi quelqu'un qui avait... En fait, c'est-à-dire que je ne reconnaissais pas. Quand on connaît quelqu'un, on connaît le cœur de quelqu'un. Quand il y a quelque chose qui est différent, on sent que c'est différent. Et je le regardais, je sentais qu'il y avait quelque chose qui clochait en fait. On fait 1 semaine dans sa famille et puis quand on rentre, une dispute éclate entre nous. Il n'y avait pas de raison en fait, ça éclate vraiment et il se met à me parler et je vois en face de moi quelqu'un qui avait de la haine à mon égard en fait. Littéralement, je voyais de la haine chez lui et ça n'était jamais arrivé pendant notre relation en fait. On rentre à la maison, il me dépose avec les enfants à la maison et puis il me dit que lui, il doit rentrer chez lui, il a besoin de réfléchir. Je me dis, mais t'as besoin de réfléchir pourquoi exactement? Non, mais j'ai besoin de réfléchir sur nous. Je dis, mais attends, donc tu me ramènes dans ta famille, tu vas me présenter et tu me dis aujourd'hui que tu as besoin de réfléchir alors qu'on n'a pas vraiment eu de problème entre nous. Et là, tu as besoin de réfléchir, qu'est-ce qui se passe? Non, mais il faut que je m'isole, machin. J'ai dit, ok papa, si tu en as besoin, pourquoi pas? Donc il me dit qu'on doit faire un break. Dans la foulée, j'ai fait un test de grossesse qui était positif et donc j'attendais qu'on rentre pour lui faire la surprise. Donc je voulais lui faire un petit truc mignon, enfin vraiment lui annoncer ça comme il fallait, etc. Et je me retrouve à devoir lui annoncer que je suis enceinte, mais en larmes. J'étais en larmes. Quand il me dit qu'on va faire un break, je dis mais c'est pas possible. Au moment où on va avoir un autre enfant, où je me sens prête à accueillir cet enfant-là, parce que je sens que c'est la personne qu'il me faut, tu me parles de faire un break. Et sur une base de quoi? Il n'y a même pas de réel problème en fait. Quand je lui annonce que je suis enceinte, il me dit j'ai besoin de réfléchir. Je dis pardon? Comment ça t'as besoin de réfléchir? On s'était dit que si je retombais enceinte, de toute façon, 2 adultes qui ont des rapports sexuels, même si c'est protégé, il y a quand même un risque derrière. Donc on le savait d'avance, on s'était dit que si ça arrivait à nouveau, on allait garder cet enfant-là. On allait faire le nécessaire pour accueillir notre enfant. Et aujourd'hui, tu me dis que tu as besoin de réfléchir. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Non, mais laisse-moi un peu le temps, etc. Je dois rentrer chez moi en urgence. Après, on va en parler. Je dis, ok, il n'y a pas de problème. Il me dit, t'inquiète pas, je rentre, je vais t'appeler.
Il rentre, il ne m'a jamais appelé. Il ne m'a jamais appelé. 2 jours après, ma soeur avec qui ils sont assez proches l'appelle en lui disant « Mais papa, qu'est-ce qui se passe ? On vient de t'annoncer que tu vas avoir un bébé, tu disparais, enfin, qu'est-ce qui s'est passé avec ta femme, explique-moi un peu la situation. » Il se retrouve à dire à ma soeur que non, je réfléchis avec ma relation avec votre soeur parce que je trouve qu'on a trop une différence de mentalité. Elle a grandi ici, elle a la mentalité des Blancs. Et moi, j'ai trop la mentalité des Africains et je trouve que ça ne matche pas ensemble. Ma soeur lui dit « Mais tu rigoles ou quoi là ?» Donc c'est au bout de presque 2 ans de relation que tu vois ça. Oui, non, mais je me rends compte qu'il y a trop de différences. On va peut-être pas se comprendre. Moi, toute ma famille compte sur moi au pays. Je suis l'aîné d'une famille, donc tout le monde compte sur moi. Financièrement, tout mon argent part là-bas. Je me dis que peut-être à un moment donné, elle va être fatiguée aussi d'avoir cette vie-là. Et ce que je peux comprendre, je ne peux pas lui infliger ça, machin. Donc... Et ma soeur lui dit, mais tout ça, vous en avez parlé au début de la relation. Pourquoi c'est au bout de presque 2 ans que ça devient un problème, en fait? Surtout au moment où elle t'annonce que vous allez avoir un enfant ensemble. Il n'est pas capable de répondre. Ma soeur m'appelle, elle me dit ça. Je dis à ma soeur, je connais ma personne. Il y a quelque chose d'autre derrière. Elle me dit, tu es sûre? Je dis, je connais ma personne. Je sais quand même, c'est quand tu es tout le temps avec quelqu'un, au bout d'un moment, tu sais quand quelqu'un ment, en fait. Et je dis, je sais qu'il y a quelque chose d'autre derrière. Je prends mon téléphone, je l'appelle. Je dis que tu devais m'appeler, pourquoi tu ne m'as pas appelé? Il essaie de jongler. Je dis que non, il faut qu'on discute parce que là, c'est quand même sérieux, en fait. Il y a un enfant qui est en jeu, donc j'aimerais qu'on en discute pour qu'on puisse savoir aussi ce qu'on va faire derrière, en fait. Et il me redit les mêmes choses qu'il dit à ma soeur. Je dis, mais toi, tu es sérieux? J'ai dit, tu es sûre que tu n'as rien à me dire? Non, je n'ai rien à te dire. Je dis, ok. Après, il me dit, non, je dois aller faire une démarche, je te rappelle après. Il ne me rappelle pas. 2 jours après encore, je le rappelle à nouveau parce que j'étais pas bien. Je me sentais vraiment pas bien. Et je l'appelle en larmes parce que pour moi, c'était mon meilleur ami. Donc, dès que j'avais quelque chose, je l'appelais. Quand fallait faire le Kongoussa, c'est lui que j'appelais. Quand il y avait quelque chose qui se passait bien, c'est lui que j'appelais. Dans toutes les situations, c'est la première personne que j'appelais, en fait. Et là, j'étais pas bien, j'étais en larmes. Je me trouve à l'appeler. Et quand je l'appelle, il était complètement absent. C'est-à-dire qu'il m'entendait pleurer, ça n'avait pas l'air de le... Et à la fin de la discussion, il me dit, si tu sens que ça ne va pas trop bien, va rester chez ta sœur. Mais vraiment d'un air froid. Et je me dis, mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Et le truc qui m'a encore plus interpellée, c'est que normalement, quand tu es avec ton chéri, il te donne des petits surnoms. Et moi, je sais qu'en général, quand il m'appelle par mon prénom, c'est que c'est gâté. Quand il dit mon prénom, c'est que vraiment, c'est gâté, gâté, gâté. Et ça faisait des jours qu'il m'appelait par mon prénom. Je me suis dit, bon, c'est que vraiment, c'est chaud, en fait. Et vraiment, il m'a dit, non, tu vas rester chez ta sœur et tout. Et puis voilà. J'ai dit, ok. Donc là, on devait être dimanche. Je me suis dit, bon, je sais pas ce qui se passe, j'arrive pas à comprendre, etc. Peut-être qu'il va m'appeler le lendemain, au moins pour savoir comment je vais. Le lendemain, on ne m'a jamais appelé. Et là, je m'énerve littéralement. Je me dis, mais c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? Enfin, c'est bon, je laisse tomber parce que ça fait des jours que je le cours après. Il sait que je suis dans une situation où j'ai besoin d'être entourée. Et je le vois pas et ça commence à être frustrant pour moi. Donc, je m'énerve. Dans l'énervement, je prends mon téléphone, je supprime son numéro, je supprime toute la famille. Le lendemain, je me réveille avec une boule au ventre. Et j'ai à cœur de faire un jeûne. Et là, je fais 3 jours de jeûne. Au bout du 3e jour, bien évidemment, il m'a jamais écrit, il m'a jamais appelé, il m'a jamais écrit. Donc moi, j'étais seulement dans mon combat toute seule là. Il m'a jamais écrit, il m'a jamais contacté. Et donc, je fais 3 jours de jeûne et au bout des 3 jours, j'ai à cœur de lui envoyer un message. J'écris un long message et dans le message, je disais en gros, je te demande pardon si j'ai eu à fauter quelque part. Je te demande pardon pour mes manquements, pour mes erreurs, si j'ai eu à te manquer de respect, si j'ai pas été à la hauteur en tant que femme. Et parce que je t'aime, je veux être à la hauteur, je vais m'améliorer pour toi. Je vais faire le nécessaire pour être au niveau de la femme que tu aimerais avoir parce que je t'aime en fait. Et j'aimerais qu'on discute, j'aimerais qu'on se dise les choses parce que j'arrive pas à comprendre. Là, tu me reproches des choses qui pour moi peuvent être arrangées facilement en fait. Et je trouve ça dommage que c'est au bout de presque 2 ans de relation que tu me reproches ces choses-là alors qu'on aurait pu en parler bien avant en fait. Donc vraiment, je lui demande pardon. Je dis, j'aimerais que tu me pardonnes sincèrement. Et donc, j'ai écrit vraiment un joli message. Je dis que tu me manques énormément, tu manques aux enfants. Donc, est-ce qu'on peut au moins discuter? Donc, à la fin, je mets des photos de nous, des vidéos, etc. Et quand j'envoie le message, je fais une prière. Je dis, Seigneur, si cet homme, c'est l'homme qui m'est destiné, sa réponse ne sera plus froide. Mais si je reçois une réponse toujours aussi froide, ça voudrait dire que vraiment, ce n'est pas lui. Et j'accepterai en fait cette décision-là. Ah, Seigneur. J'envoie le message. Et là, je reçois une réponse. Déjà, je vois coucou bébé. Je me suis dit, bon, il recommence à m'appeler bébé. Donc, ça veut dire que ça va déjà un peu mieux. Il est déjà moins fâché. Et je lis, je descends. Et il me dit quelque chose du genre, je veux te demander pardon parce que je n'ai pas été loyale envers toi.
Depuis le début de notre relation, tu as toujours été loyale. Tu m'as donné tout l'amour qu'il fallait. Tu as toujours été celle qui priait pour moi, qui s'est beaucoup sacrifiée pour la relation. Et moi, je n'ai pas été capable d'être loyale. J'ai mis une femme enceinte et elle ne veut pas enlever la grossesse. Et là, je m'effondre. On aurait pu me dire ça, j'aurais dit, mais vous rigolez, c'est pas possible, ça ne peut pas être lui, il ne peut pas faire des choses comme ça. C'est-à-dire que j'avais des soupçons, mais en même temps, j'étais en mode, non, je le connais trop bien, ça, il ne peut pas me faire ça. Il ne peut pas me faire ça. Et là, je vois le message, je pleure littéralement. Je prends mon téléphone, je l'appelle. Je ne crie pas, je ne m'énerve pas. J'avais juste les larmes qui coulaient. Je lui demande, elle a combien de mois de grossesse? Il me dit, elle devait être à peut-être 1 mois et demi, 2 mois de grossesse. Je dis, ok. Je dis, donc c'est sûr qu'elle ne veut pas enlever. Il me dit, non, elle ne veut pas enlever. Je dis, d'accord. Je dis, ok. On va être là pour elle et pour le bébé. S'il y a besoin, si elle a besoin qu'on l'accompagne à ses rendez-vous, je vais être là. Si elle a besoin de nourriture, de vêtements, d'argent, je veux être là. Je vais l'aider. Et on va être là pour cet enfant-là. Et juste, je pleurais. Et je lui demande, elle va bien? Il me dit, oui, elle va bien et tout, etc. J'ai dit, ok, donc là, est-ce que je peux parler avec cette fille-là? Il commence un peu... Je dis, non, mais j'aimerais bien discuter avec la fille. Il me dit, ok, attends que je rentre, je vais aller la voir. Je parle avec elle et je lui demande si elle veut bien parler avec toi. Je dis, tu rentres comment ça? Où? Il me dit, oui, c'est ma voisine. Je dis, pardon? C'est ta voisine? Comment ça? Il me dit, c'est ma voisine. J'ai dit, ok, d'accord. Et je commence un peu à essayer de soutenir les informations. Je dis, ben, elle s'appelle comment? Elle a quel âge? Et en parlant, au début, il me montait un peu. Il finit par me dire, ok, je vais te dire la vérité. Elle n'a pas les papiers. Il m'explique un peu sa situation. Je dis, mais attends, monsieur, toi et moi, quand on s'est connus, tu m'as toujours dit que tu ne peux pas être avec les femmes, une femme vulnérable, dans le sens où elle se cherche, elle n'a pas de situation, etc. Mais là, tu es en train de me décrire typiquement ce genre de femme-là. La description que tu me donnes, c'est typiquement ce genre de femme-là. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu puisses te retrouver dans cette situation-là? Et je demande, depuis combien de temps ça a commencé? Il me dit que le jour où, donc là on repart encore en arrière, le jour où tu m'as appelé et que tu m'as dit que c'était fini, le jour où il y a eu le problème de ta voiture, je suis allée vers cette fille-là, je l'ai draguée, et 2 jours après on a commencé à coucher ensemble. Je me suis décomposée. Je me suis littéralement décomposée parce que je me revois lui demander, est-ce que tu me trompes? Et il me regarde dans les yeux et me dit que je ne te trompe pas, je n'ai pas le temps et je ne peux pas t'infliger ça. Je commence à faire les calculs. Je calcule parce que forcément j'essaie de comprendre l'histoire, donc je fais les calculs. Et je me rends compte que la fille, en fait, elle est tombée enceinte au bout de seulement quelques semaines. Il me dit, bon, je rentre à la maison, je vais parler avec la fille et je te rappelle derrière si elle veut bien discuter avec toi. Je dis, ok, il n'y a pas de problème, moi j'attends, etc. 1 heure passe, il finit par me rappeler. Il me dit, non, la fille, je viens de lui parler, elle a dit qu'elle va enlever la grossesse, donc on n'a plus de problème, t'inquiète pas, il n'y a pas de problème. Je dis, mais attends. Juste comme ça, elle a décidé d'enlever la grossesse. Qu'est-ce qui s'est passé? J'aimerais quand même parler avec elle parce que c'est quand même son corps, c'est à elle de décider. J'aimerais pas que tu lui imposes les choses, en fait. Il faut que tu laisses le choix. Il me dit, ok, bon, je vais te la passer, elle veut bien te parler. Je dis, d'accord. Je parle avec la fille et je découvre que monsieur vit avec la fille depuis des mois. Ils vivent dans la même maison. Donc, effectivement, elle est enceinte. Et visiblement, ils ont une relation, en fait. Quand la fille essaie de parler, monsieur s'énerve parce qu'apparemment, elle racontait beaucoup de mensonges aussi et s'énerve. Il arrache le téléphone. Bon, ça commence à déborder. Je dis, ok, là, on est en train de s'étaler, c'est des bêtises. Je vais venir sur place. On va en parler comme des adultes et puis on prendra les décisions qu'il faut. Je me déplace, je pense qu'il devait être peut-être 20h. Quand elle me voit arriver déjà, Seigneur, elle me voit arriver, elle me prend déjà de haut, elle me dit, viens t'asseoir là. J'arrive, je m'assois, je dis, bon, c'est sa maison, c'est son foyer, donc je peux rien dire. Je m'assois. Elle me dit, bon, moi je te connais pas, apparemment tu aimerais me parler. Je dis, ah bon, tu me connais pas? Elle me dit, non, je te connais pas. Sauf que la fille, elle savait depuis le départ que le jeune homme là était en couple. Mais pour m'embêter, je suppose, hein, c'est aussi son orgueil de femme, elle a voulu montrer que... Et donc là, on commence à discuter. Donc elle parle, moi je reste silencieuse, je la regarde. Elle commence à raconter son histoire. Depuis combien de temps ils ont leur relation, comment ça se passe, etc. Et elle me fait clairement comprendre que nous sommes rivales. Elle a compris que nous sommes rivales, elle connaît sa place. Maintenant, c'est aussi à moi d'accepter le fait que nous sommes rivales. Je dis pardon. Je dis mais comment ça rivale? Et donc en poussant la discussion, je lui demande, mais ma chérie, le monsieur là quittait ici du vendredi à dimanche et ça n'avait pas l'air de te déranger. Tu le laissais partir et puis elle me fait comprendre que non, à chaque fois je faisais des crises ici, mais il ne voulait pas rester avec moi. Donc je dis, attends, donc le monsieur ne voulait pas rester avec toi, mais tu restes quand même avec lui. Donc l'histoire commençait à être un peu bancale parce que j'essaie de comprendre comment on est arrivé là en fait.
Entre-temps, il fait venir son grand frère parce qu'il sentait que là, c'était chaud, il ne pouvait pas gérer la situation. Il fait venir son grand frère pour qu'il puisse être au milieu de la situation. Son grand frère arrive. Son grand frère, donc, me demande, du coup, d'expliquer un peu ce qui s'est passé. Moi, j'ai expliqué mon histoire. Elle aussi, elle m'a expliqué. Et elle dit quelque chose qui... elle dit, de la manière dont moi, j'ai pris cette grossesse-là, ça fait que je ne peux pas enlever. Nous, les gens normaux, on fait comment pour avoir les grossesses? Tu as une relation sexuelle, littéralement. Elle a dit la manière dont elle a eu cette grossesse fait qu'elle ne peut pas enlever. Et elle rajoute, moi je ne prie pas, mais le village d'où je viens, ce qu'on fait là-bas, si je veux quelque chose, je vais l'obtenir. J'ai dit d'accord. J'ai dit donc tu ne veux pas enlever. Non, je ne vais pas enlever, machin, je veux garder mon enfant, tout ça. J'ai dit ok, donc quand on finit la discussion, moi à la fin je dis écoutez, moi les choses comme ça, je n'ai pas d'énergie à mettre là-dedans. Elle n'a pas de situation. Peut-être qu'elle s'est dit que comme elle a trouvé quelqu'un qui va lui donner les papiers, elle avait peut-être besoin. Moi, dans mon cas, j'ai une situation, je travaille, j'ai un toit sur la tête. Voilà, j'ai quand même une base en fait. Donc, si tu veux rester avec la fille là, je vous laisse. Je me tourne vers le monsieur, je dis écoute, je te demande pardon. Si je suis venue mettre le désordre dans ton foyer là, je te demande pardon. Je me tourne vers la fille, je fais de même. Je dis écoute ma chérie, je te demande pardon si je suis venue mettre le désordre dans ton foyer. Moi, je ne savais pas ce qui se passait. Je ne te connaissais même pas. Et je dis que par contre, rappelez-la en fait que moi, ça fait quasiment 2 ans que je suis avec lui. Vous, ça fait à peine 3 mois. Mais si tu estimes que c'est moi qui suis venue mettre le désordre dans ton foyer, je te demande pardon. Je prends mes bagages, je me lève, je pars. Quand je pars, le grand frère au monsieur lui dit clairement, lui dit écoute, je te dis quelque chose, je ne veux pas entendre que tu restes avec cette jeune fille qui est dans ta maison là. Tu te débrouilles comme il faut, tu la mets dehors. Parce que cette jeune fille, elle va te détruire. Elle va te détruire. Oui, je sais, mais elle ne veut pas quitter la maison. Ça fait apparemment depuis qu'elle est enceinte. En fait, elle a commencé à s'installer petit à petit. Elle a commencé doucement, elle vient, elle dépose la perruque. Elle revient, elle dépose la culotte. Elle vient, elle dépose la brosse à dents. Depuis qu'elle commence à déposer, elle n'est jamais quittée de la maison du monsieur là. À plusieurs reprises, ils sont disputés parce qu'il disait que non, tu dois rentrer chez toi. Moi, j'ai arrangé mon mariage avec ma femme. Et elle vient aussi ici. Toi, tu n'as rien à faire ici en fait. Tu n'as rien à faire ici, sachant que tu es tombée enceinte. Et effectivement, on a eu à faire ce qu'on a eu à faire. Mais tu m'avais dit que tu étais stérile. Tu m'avais dit que tu étais stérile. Comment ça se fait qu'au bout de quelques semaines de relations sexuelles, tu tombes enceinte? Tu m'avais dit que tu étais stérile. Donc, son grand frère se lève et lui dit qu'écoute, fais tes bagages, tu viens rester quelques jours avec moi. Comme elle ne veut pas quitter la maison, toi, quitte la maison quelques jours, on va rester chez moi, le temps que machin et tout, et puis on va se poser tranquillement, on va prendre une décision tous ensemble. Il se lève, la fille l'attrape sur le vêtement. Tu ne vas bouger nulle part. Devant le grand frère. Le grand frère a dit, tu as vu ce que je suis en train de voir là? Je ne veux plus voir cette fille-là. Elle a littéralement attrapé le monsieur. Il ne va aller nulle part. Et je rappelle que cet homme, c'est quand même quelqu'un qui a du caractère. Nous, on pouvait se disputer. Si je dis A, il dit B. Je dis C, il dit... C'est-à-dire qu'il a son caractère. Et là, à chaque fois que la fille parlait, il était complètement perdu. C'est-à-dire qu'il était là sans être là. Je le regardais, d'un point de vue extérieur, c'est comme s'il était complètement absent. Elle pouvait dire quelque chose, il ne dit rien. Donc, quand ça se passe là et tout, moi, je suis en train de les regarder, je dis, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui me met mal à l'aise, en fait, dans ce qui est en train de se passer là. Je prends mes affaires, je pars. Son grand frère me rattrape et me dit, écoute, ce qui est en train de se passer dans cette maison-là, ça nous dépasse tous. Tu ne sais pas les profondeurs de ce qui se passe dans cette maison-là. J'ai dit que, moi, maintenant, c'est moi qu'il a mis quelqu'un enceinte. Il y a quoi que je ne suis pas au courant, en fait. Donc, je ne comprenais pas ce qui se passait. J'ai dit, écoute, je vais rentrer chez moi, je vais réfléchir et puis on verra après. Entre-temps, lui, il m'appelle, essaie de s'excuser. Je ne veux pas répondre. Il envoie ses sœurs, pareil. J'ai dit que je ne veux parler à personne pour l'instant. Je ne veux parler parce que je sais que si je parle avec ses proches, ils vont réussir à me faire changer d'avis. Et à ce moment-là, je n'étais pas prête à ça. C'était trop grave ce qui se passait en fait. C'était beaucoup trop grave en fait. Je n'arrivais pas, c'était trop pour moi. Et donc bref, les jours passent. Quand je parlais avec ses sœurs, elle me disait qu'il y a des choses qui se passent. Pour l'instant, on ne peut pas t'en parler. Dans le sens où, comme toi, tu as grandi ici, tu vas peut-être pas comprendre ce qui se passe. Donc, tout le monde me dit ça, mais moi, je ne comprends pas. Et un jour, je parle avec sa maman. Avant même que je parle avec sa maman, il m'appelle, il me parle, il me dit que oui, un jour, il était avec la jeune fille. La jeune fille lui demande une photo de lui. Et elle lui dit que ma mère veut voir ta tête. Lui, il n'a pas poussé sa pensée plus loin. Il a envoyé la photo. Une semaine après, il y a quelqu'un dans son pays apparemment qui l'appelle, qui lui dit que fais attention, il y a une jeune fille qui a fait des médicaments sur toi. Il rentre chez lui, il demande à la jeune fille là, toi tu as fait quelque chose dans ton pays là-bas? Elle a juste rigolé. Elle dit, mais pourquoi tu dis ça? Pourquoi je veux faire ça? Ça peut être ta femme là-bas. Elle dit, c'est faux, ma femme,
C'est littéralement une blanche. Elle a grandi ici, c'est des choses qu'elle ne connaît même pas. Et il lui dit, gare à toi, si j'apprends que tu as fait quelque chose sur mon nom, on va avoir des problèmes tous les deux. Elle a rigolé. En fait, elle ne s'est pas défendue. Vraiment, elle a littéralement rigolé. Et là, sa mère m'appelle, elle me dit que ma fille, là, vaut mieux que je t'en parle parce que c'est assez grave. Et il y a quand même des enfants qui sont au milieu, tu es enceinte, elle est aussi enceinte. Et ça va vraiment très loin. Donc, j'apprends que la jeune fille est allée faire des pratiques au pays. Donc, elle allait consulter et on lui a dit... Après, moi, c'est un monde que j'ai découvert ces derniers temps. Et jusqu'à même aujourd'hui, je suis encore assez perplexe parce que je ne connais pas forcément. J'aurais du mal à dire si j'y crois ou pas. Mais c'est délicat. Donc, j'apprends qu'elle allait faire des pratiques au pays et elle a consulté quand elle a demandé la photo du jeune homme. Elle a envoyé à sa maman qu'elle allait consulter et on lui a dit que ce jeune homme-là avait un avenir prometteur. Donc, il fallait qu'elle s'accroche à ce garçon-là. Dans la foulée, quand on lui a dit ça, elle s'est arrangée à tomber enceinte rapidement. Parce qu'elle savait que ce garçon-là aimait énormément les enfants. Et donc, c'est comme ça qu'elle a pu tenir ce garçon-là. Et pendant qu'ils vivaient leur relation, visiblement, il se plaignait souvent que tu pars tous les week-ends chez ta femme. Je sais que moi, tu ne m'aimes pas, que tu aimes ta femme, mais fais quand même un effort. Donc, elle était consciente que là où elle était, ce n'était pas sa place. Mais comme elle ne voulait pas quitter, elle s'est donné tous les moyens pour ne pas quitter, en fait. Donc, quand j'apprends ça, moi, j'étais déjà, en fait, lessivée. Donc là, c'était juste l'info de trop. I was like, vous voulez que je vous dise quoi? Je ne sais pas quoi vous dire, en fait. Et sa mère, elle me dit, j'aimerais juste te demander quelque chose. Ne le laisse pas tomber pour l'instant. Je sais que c'est difficile. Mais ne le laisse pas tomber là maintenant. Parce que si tu le fais, il va couler. Je dis que maman, c'est difficile. Parce que ça voudrait dire qu'il faut que je le pardonne là maintenant. Je ne suis pas en capacité de le pardonner. Je l'aime, c'est un fait. Mais je ne suis pas en capacité de le pardonner. Entre-temps, je me retrouve à être au téléphone avec cette jeune fille-là. Et elle s'énerve contre moi, que oui, je veux parler avec toi pour te dire que ce garçon-là, c'est un menteur. Pourquoi tu ne me crois pas? J'ai dit, mais ma chérie, tu as le droit de me donner ta version de l'histoire, mais je suis aussi en droit de ne pas te croire. Tu ne peux pas m'imposer de croire à ce que tu me racontes, parce que moi, je ne te connais pas. Tu es une femme, visiblement, cette place-là, tu la veux à tout prix. Et si tu la veux, je te la donne, parce que moi, j'ai quitté chez vous là-bas, j'ai dit quoi? Que je vous laisse dans votre foyer. Si lui ne veut pas rester là-bas, moi, je suis pour rien, en fait. Je ne peux pas l'obliger à rester avec toi. Donc ça, c'est quelque chose que tu dois régler avec lui. Mais par contre, tu ne peux pas m'obliger à croire à ce que tu me racontes, en fait. Et puis, elle est toujours confuse dans ces histoires. Un jour, elle s'est permise de me dire, si tu penses que toi et cet homme-là, vous allez finir votre vie ensemble, je vais tout faire pour que ça ne fonctionne pas. Je me levais tous les jours à partir de 4 heures du matin et je me lavais avec l'eau et le sel. Je dis, pardon? Ils ont commencé un peu à mettre la distance entre eux et un jour, monsieur me dit, viens à la maison et tout, j'aimerais qu'on se retrouve, qu'on s'assoie, on discute, etc. Donc moi, dans les forêts, je dis que ok, il y a aussi les hormones, je suis contente. Je prends mes pieds, je vais là-bas. J'arrive là-bas, au début, elle n'était pas là. Et puis, je pense qu'une heure après, elle arrive parce qu'il y avait l'ami de monsieur qui était là aussi. Elle débarque maintenant. Quand elle me voit, elle est fâchée. Elle savait que j'étais là. Mais le fait de me voir physiquement, ça l'a énervée. Et puis de voir qu'on était proches, ça l'a énervée. Elle a commencé à s'énerver dans la maison. Et puis, elle commence à avoir un comportement, dire au monsieur, lève-toi, fais-moi manger, fais ci, fais ça. Et lui aussi, il s'exécute. Donc, je suis là, je regarde un film. Genre, j'étais complètement abasourdie. Et donc, moi et son camarade, on est assis, on regarde. On se dit, mais c'est pas normal ce qui est en train de se passer. C'est pas normal. À un moment donné, il est assis sur la chaise et il me dit, viens t'asseoir sur mon genou. Je vais m'asseoir. Elle aussi, elle vient s'asseoir sur l'autre genou. Il se passait des choses. On est assis. Elle se déshabille derrière nous pour aller prendre la douche. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Ça commence à me mettre mal à l'aise. Je dis, écoute, moi, je suis mal à l'aise. Je vais rentrer chez moi. Parce qu'au départ, je devais rester là dormir. Je dis que papa, je vais rentrer chez moi, dormir. Et puis, je reviendrai un autre jour. J'en sais rien si c'est un peu plus calme. Parce que là, ça devient très malaisant. Il insiste. Non, il faut que tu restes là. Il faut que tu t'affirmes. Je dis, mais je vais m'affirmer. Pourquoi? Enfin, on n'est pas en Là, c'est des choses qu'on fait au pays où les femmes, elles se battent pour les hommes. Je dis que j'étais mal à l'aise par rapport à la situation, en fait. Et quand tu as m'appeler sa rivale, faut noter que quand tu as m'appeler sa rivale, elle me parle, tu es ma rivale. Tu dois accepter. Pourquoi tu es égoïste? Pourquoi tu ne veux pas partager le message? Je dis, mais attends, c'est un bout de pain. On est censé le partager comment? Donc, ce jour-là, à la fin de la journée, je suis un peu plus restée. À la fin de la journée, elle est assise, elle met une musique de son pays et elle commence à dire au garçon, ça, c'est une dédicace pour toi. Tu es mon mari. Vraiment des choses, des gamineries, quoi. Et quand j'entends ça, c'était la situation de trop. Je me lève, je pars.
La manière dont je me lève et je pars, je ne savais même pas où je partais. Je pense que c'était la situation de trop. Je sors de chez lui, je commence à marcher dans la rue, mais je criais sans savoir que c'est moi qui criais. Je me mets à crier dans la rue. En marchant, j'arrive au bout de la rue et il y a son ami qui me suit derrière, qui pour me rattraper parce qu'il m'entendait crier en fait. Et j'entends la fille aussi qui me suit derrière. La fille, elle arrive à dépasser l'ami de monsieur. Elle arrive à mon niveau, elle commence à m'attraper le ventre. J'étais enceinte. Elle commence à littéralement me caresser le ventre. Elle me touche le ventre, elle me touche le ventre. Et je commence à crier, je dis, mais lâche-moi, pourquoi tu me touches, lâche-moi. Et l'ami de monsieur arrive à son niveau, il lui dit, mais lâche la fille en fait, c'est quoi ton problème? Déjà, qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu la suis? Elle était là-bas à la maison, tu l'as mis mal à l'aise, elle a quitté les lieux, maintenant tu es en train de la suivre là, qu'est-ce que tu fais là? On ne comprenait pas ce qu'elle faisait là. À un moment donné, il y a une dame qui passe dans la rue, elle voit la scène, elle arrive, elle leur dit, laissez cette fille là tranquille, je vais la prendre avec moi. Je ne sais pas si c'était Dieu qui a envoyé cette fille là, la dame elle me prend sur le côté. Elle me dit, est-ce que tu aimerais que je te dépose quelque part? Je dis, ok, j'aimerais aller à l'hôpital parce que là, je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans mon corps. Elle me dit, très bien, on va aller à l'hôpital. Monsieur aussi arrive. Non, mais je dois venir avec toi. Je dis, papa, tu ne peux pas venir avec moi. Là, tu restes de ton côté. Gère ce que tu as géré ici. Moi, je dois aller à l'hôpital dans l'immédiat. J'arrive à l'hôpital. J'étais en train de faire une fausse couche. Littéralement, j'étais en train de faire une fausse couche. Et là, c'était le deuxième enfant du monsieur que je portais et que je perdais en fait littéralement. Donc, je me suis effondrée. Il essaie de m'appeler, il m'appelle, je suis inquiet, réponds-moi. Je n'avais même pas l'énergie de parler avec le monsieur. Je ne l'ai pas répondu. Son ami m'appelle, la famille m'appelle, je ne répondais pas. Le lendemain matin, je lui envoie un message, je dis que toi et moi, c'est terminé. Je viens de perdre le bébé. Et si j'écoute ce que toi et ta famille vont raconter, je n'ai pas perdu ce bébé-là naturellement. Je ne veux plus entendre parler de toi et de cette fille-là. Je ne veux plus. Faites ce que vous avez à faire, mais restez loin de moi. Je ne veux plus. Il a essayé de demander pardon, machin, parler. Et puis dans la foulée des jours après, il m'envoie des audios où il parlait avec la fille en fait. Il a filmé la scène pour que je puisse y croire. Où il disait à la fille, écoute, toi et moi c'est vraiment terminé. Je vais être là pour l'enfant. Là, tu es allé à un niveau que moi je ne peux pas tolérer. Donc tu te débrouilles, tu trouves une solution, tu quittes ma maison dans l'urgence. Et je ne veux plus. C'est-à-dire que toi et moi ça doit se limiter qu'à notre enfant. Le reste là, je ne veux plus. Entre-temps, lui, il vient d'une ethnie du Cameroun où je veux dire qu'il pratique. Ça même, je ne savais pas. C'est-à-dire que je découvre en même temps les coutumes des gens. Je ne savais pas. Et j'apprends que dans la foulée, sa maman aussi allait faire quelque chose au pays par rapport à cette jeune fille-là. En m'informe, maintenant on commence à me dire que ne t'inquiète pas, d'ici quelques temps, elle va quitter la maison. Donc on a fait ce qu'on avait à faire. Je dis que vous avez fait quoi? Qu'est-ce que vous avez fait? Je dis que c'est devenu quoi? Harry Potter, chacun lance son sort, chacun tourne. Ça me dépassait quoi. J'ai dit mais vous avez fait quoi? Et puis bizarrement, quand la mère du monsieur a allé faire ce qu'elle a fait au pays, la fille a commencé à être elle-même devant tout le monde. C'est-à-dire qu'elle ne se cachait plus. Il pouvait dormir, elle se lève à 4h du matin, elle se déshabille dans la maison, elle prend le seau avec le sel, elle est en train de faire des incantations dans la maison. Ou elle va s'asseoir, elle va dire au gars, mais tu penses qu'on aurait été dans mon pays d'origine, elle aurait gagné devant moi, mais jamais. Elle n'aurait jamais gagné devant moi. Avec ce que moi je peux faire au pays, elle n'aurait jamais gagné devant moi. Ou vous pensez que si vous allez vous marier, ça va réussir. Je vais toujours être au milieu de vous, je vais tout faire pour que ça ne fonctionne pas. Entre-temps, donc on a recommencé à se côtoyer. J'avais décidé en fait de pardonner, si on peut dire ça comme ça. Donc on a recommencé notre relation. Et là, ça a été la descente aux enfers pour moi. Je pense qu'il ne s'est pas passé un seul week-end où je n'étais pas en larmes. J'ai pleuré littéralement chaque fois qu'il était à mes côtés. J'ai dû perdre au moins 10 kilos. Je ne mangeais quasiment plus. En fait, j'ai l'impression que c'était de ma faute, ce qui s'était passé. J'avais l'impression que c'était ma faute parce que c'était arrivé au moment où j'avais dit que c'était fini en quelque sorte. Et je me dis que c'est moi qui ai laissé cet accès-là. Et rajouter au fait que quand j'ai eu ma première grossesse, il voulait cet enfant-là et moi je ne voulais pas. Donc je me suis dit que j'étais aussi responsable. Comme il n'a pas pu avoir cet enfant-là avec moi, il l'a cherché auprès de quelqu'un d'autre. Donc je me sentais vraiment responsable et j'essaie de comprendre. Donc je posais des questions qui m'expliquent un peu comment ils étaient arrivés là, leur relation, comment elle se passait. Je pense que ça fait un peu partie aussi du processus. Essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, même vos rapports, comment c'était, quand tu étais avec elle, votre relation, est-ce que vous étiez intime, Et ça me bousillait. Je m'en souviens, on était au restaurant une fois
On mangeait et je prends son téléphone parce qu'avant, je n'avais pas accès à son téléphone. Et bizarrement, depuis qu'il avait voulu, il avait commencé à faire les choses bien, il était devenu très transparent envers moi. J'avais même accès à son téléphone. Et pendant que j'avais son téléphone dans les mains, je vois la fille qui lui envoie un message en lui demandant « Est-ce que tu as fait ma carte Navigo ?» Moi, juste le fait d'avoir vu le nom de la fille, je me suis effondrée. J'ai commencé à faire une crise d'angoisse en plein restaurant. Je tremblais. Personne n'arrivait à me calmer. Je tremblais littéralement. Et quand j'ai commencé à faire cette crise d'angoisse là, tous les week-ends, je faisais des crises d'angoisse. Et dans tout ça, moi de mon côté, ma famille n'était pas au courant parce que je me disais que si je commençais à en parler à ma famille, ça veut dire que je prenais le risque de perdre la personne. Parce que je savais très bien que ma famille allait me dire « on ne veut plus entendre parler de lui ». Donc je vivais ça peut-être avec 2 copines et puis que sa famille. C'est-à-dire que mon seul réconfort, c'était sa famille. Quand ça allait pas, c'était ses sœurs. Quand ça allait pas, c'était sa mère. Quand ça allait pas, c'était son père. Et donc on avançait. Il a commencé à me mettre un peu la pression. Oui, j'aimerais aller voir ta famille, demander ta main. Je dis que papa, tu trouves que là c'est le moment d'aller voir ma famille, demander ma main en fait. C'est vraiment pas le moment. Je peux comprendre que tu veux faire les choses pour me maintenir à tes côtés, mais on a d'abord besoin de travailler notre relation en profondeur. Là, on va être obligé de repartir à zéro. Et en repartant à zéro, soit on va réussir à s'en sortir et à être meilleur qu'avant, soit ça va être pire que tout et on va pas s'en sortir en fait. Mais pour ça, on doit repartir à zéro. On doit apprendre à se connaître. On doit apprendre à se faire confiance. On doit beaucoup discuter et passer beaucoup de temps ensemble. Et ça peut prendre des années comme ça peut prendre des mois en fait. Mais c'est pas là tout de suite. C'est pas possible en fait. Et ça, il avait du mal à comprendre parce que il avait trop cette mentalité que oui, mais en Afrique, on trompe. Maintenant que tu es au courant, prends ça et puis on avance. Et un jour, il m'a dit ça. C'est-à-dire, quand tu m'as dit ça, j'avais mal au cœur. J'ai dit, mais moi, je suis sensible. Il m'a dit, tu es au courant de la situation. On est en train de régler les choses. Prends ça et puis on avance. Je dis, mais comment ça? J'ai besoin de pleurer. Laisse-moi pleurer si je dois pleurer. Laisse-moi avoir mal si j'ai besoin d'avoir mal, en fait. Tu ne peux pas m'imposer, me faire vivre quelque chose et décider à quel moment je dois sortir de là, en fait. C'est pas possible. Donc, il faut que tu sois bienveillant et patient envers moi. Sinon, on ne peut pas s'en sortir, en fait. Et donc, ça a été ça pendant un bon moment. Et puis, un jour, je me suis dit, OK, je vais lui donner des chance, je vais le suivre et voir ce que ça donne. Un jour, il se lève, il appelle mon oncle, qui est en Afrique, pour demander ma main. J'étais pas au courant. Mon oncle m'appelle. Ah, ton conjoint m'a appelé et tout pour demander ma main. Tu étais au courant? J'ai dit que non. Et tu lui as répondu quoi? Il m'a dit, mais j'ai donné mon aval. Je dis, pardon? Première chose, je lui ai demandé, je lui ai dit que ce que tu fais, est-ce que tu es sûr de là où on est en train de partir? Parce que ça veut dire que si on part là-dedans, il n'y a pas de retour en arrière. Et je rappelle qu'il n'avait pas encore réglé ces problèmes-là à côté. Il avait encore la dame et puis le bébé qui est là dans sa maison. J'ai dit, moi, je ne peux pas m'engager avec quelqu'un tant que tu n'as pas réglé ça. Je ne peux pas aller voir mon père, lui, que papa, je veux me marier alors que tu vis avec une femme. Ça n'a pas de sens. Et même par respect pour mon père, même toi, ça devrait te mettre mal à l'aise, en fait. Il me dit, OK, t'inquiète pas. Elle va partir. T'inquiète pas, elle va partir. Un jour, je pense que c'était vraiment la situation de trop, les crises de trop. Il m'a dit, écoute, je dois arrêter l'hémorragie parce que l'état dans lequel je te vois, je n'arrive pas à supporter. Je te vois souffrir tous les jours. Et je suis le responsable de tout ça et je ne peux plus, ça ne peut plus durer en fait. Il m'a dit, je vais laisser tomber mon travail parce qu'il travaillait, il vit à peu près à 1 heure de chez moi. Je vais arrêter le travail, je vais me rapprocher de chez toi. Je dis, OK, c'est sérieux, machin. Il me dit, tu verras. Quelque temps après, il m'envoie la preuve comme quoi il a bien arrêté son contrat de travail. Il a donné son préavis au niveau de son logement. Et je me dis, OK, bon, pourquoi pas, je continue à le regarder. Il fait asseoir la jeune fille, il lui dit clairement que il allait partir, que les choses ça devait s'arrêter là, mais qu'il allait être là pour l'enfant. La fille, bien évidemment, elle sort de ses gants. Puis, on se rend compte que, parce que du coup, avant que les deux, mon conjoint et puis la fille commencent à avoir leur relation, la fille était déjà dans une relation avec un autre homme pendant 3 ans. Elle a quitté là-bas pour se mettre avec lui. Et donc, dans la foulée, on se rend compte que madame avait recommencé sa relation là-bas avec son conjoint. Donc, où tout a commencé un peu à reprendre sa place. Et donc, naturellement, elle a recommencé à sortir avec son ancien conjoint. Et puis, du coup, dans la foulée, on s'est installés ensemble. Il est venu vivre chez moi. On a commencé à se renseigner pour le mariage. Donc, il a demandé officiellement ma main auprès de mon père. Et on est censé se marier dans 1 an. Et je suis à nouveau enceinte, par la grâce de Dieu. Enfin, je pense. Et du coup, de l'autre côté,
la jeune fille a complètement disparu. Elle a complètement disparu. On n'a plus jamais entendu parler de la grossesse, de l'enfant, de quoi que ce soit. On ne sait pas si elle a accouché. On ne sait pas du tout. Elle a juste vraiment disparu comme ça dans la nature. Et donc, nous, on est là. C'est toujours compliqué parce que je pense que c'est des choses qui vont devoir prendre des années. Mais il y a l'amour qui est là. Et chose que monsieur ne faisait pas avant, il a commencé à prier avec moi. Donc, c'est déjà une bonne victoire. Il est tous les jours à la maison, de lundi à dimanche. J'ai l'œil sur lui tous les jours. Et donc, on est là, on avance comme on peut et en espérant que ça donne quelque chose de bon. Mais ce qui est bizarre dans tout ça, c'est que j'ai toujours ce sentiment, malgré tout ce qui s'est passé, ce truc de dire que c'est la personne. Je sais pas pourquoi c'est une aussi grosse évidence, mais j'ai toujours ce truc de me dire, ok, c'est compliqué, mais je sais que c'est la personne. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je pense que j'ai réussi à m'accrocher et à être patiente et à essayer de le pardonner comme je peux. Et puis voilà. Pour moi, l'amour, c'est le pardon, non, savoir pardonner. Et je garde toujours la bienveillance. Je pense que quand on aime, on doit être bienveillant envers l'autre. Et je rajouterais aussi le respect. Quand il n'y a pas de respect, pour moi, il n'y a pas d'amour. Les deux vont forcément ensemble. Bon, comme on vous disait au début, une histoire abracadabrantesque. Donc, digne du camp de la sorcellerie, on a tous entendu ce qui se passait, les lavages à l'eau et au sel. Et d'ailleurs, on parlait avec Meggy hein, que l'eau et le sel, on ne savait pas que c'était mauvais, n'est-ce pas? En tout cas, moi, j'ai toujours pris ça pour de bonnes prières, même les prières catholiques que ma mère me demandait de faire, ou quand j'avais des cauchemars plus jeunes, on mettait de l'eau salée dans ma chambre pour la Ouais. purification. Et même, genre, quand ça va pas, on te dit d'aller à la plage, non, hein, dans l'océan, Ouais, l'eau exactement. salée, Ouais, ouais. purifiée. Mais bon, comme je ne suis pas une pratiquante du camp de la sorcellerie, eux, ils ont leur utilisation de l'eau et le sel. Moi, je ne sais pas. Ah, on sait pas. Mais c'était déjà intéressant de voir pour la première fois dans une de nos histoires ce thème-là. Parce que je trouve que c'est Ouais, un thème qui est tellement présent dans la société en Afrique, dans les conversations, dans les faits de société, que ce soit quand quelqu'un meurt de manière inattendue, quand il y a quelque chose qui se passe et que ce n'était pas prévu comme, et ça ne se passe pas comme on l'avait prévu, c'est tout le temps mis sur mhm, le enfin, sur le dos de la sorcellerie et de ouais. pratiques occultes. Donc, autant c'est vraiment différent de ce qu'on a eu à entendre dans le podcast. Je trouve que pour des histoires de la vraie vie, c'est très courant d'entendre que les gens consultent, etc., pour essayer d'avoir ce qu'ils veulent. Exactement. Et comme on se disait, bon, moi, je l'ai souvent entendu dans les générations qui sont un peu plus âgées que nous, nos parents, nos grands-parents, et beaucoup moins dans cette génération, dans la nôtre. Bon, je pense que ça existe effectivement, peut-être beaucoup moins que dans les générations passées, ou juste qu'on n'est pas assez exposé. J'ai l'impression que c'est surtout des choses dont les gens ne parlent pas. Genre, même si ça existe et tout, Mhm, c'est mhm. pas quelque chose que, tu sais, entre copines ou entre amis, on va être en mode, ah, j'ai un marabout là, il est trop bon, il faut que tu l'essayes. Hier, j'étais chez le marabout et tout. Imagine, Ouais, j'ai l'impression que c'est des pratiques qui sont peut-être transmises dans des familles, mais que les gens ne discutent pas ouais. de manière ouverte. Ça fait sens, effectivement. Pourquoi à l'heure là, est-ce que quelqu'un viendrait te dire que il ou elle est allé voir le marabout? Ah, ouais. En tout cas. Mais aussi, après, bon, je pense que ce que je trouve important de distinguer, je ne viens pas faire l'apologie de la sorcellerie ici, pardon, s'il vous plaît, hein, je prie à... mais je trouve aussi que beaucoup de fois, malheureusement en Afrique, il y a cette confusion entre sorcellerie et peut-être pratique juste traditionnelle des peuples, tu vois. Je trouve que tu as Totalement. beaucoup de peuples qui avaient des pratiques qu'ils faisaient depuis la nuit des temps, qui ne veulent pas dire qu'ils sont en train d'invoquer Lucifer ou quoi que ce soit. C'est juste Tout- leur tradition qui existait avant Mhm. que le christianisme et l'islam arrivent, que les gens continuent de faire pour être en santé, etc. Et c'est pas forcément la sorcellerie. Donc, il y a cette distinction-là à faire. Même si dans le cas de l'histoire en question, on nous a dit que, en tout cas, On nous a dit que c'était le vrai vrai. dans ce cas-ci, c'était Lucifer. Guin, guin, guin. Mais
Bon, maintenant, moi, ce que je veux dire aussi, c'est que sorcellerie à part. Mettons Mm. Non, on va même pas mettre la sorcellerie à part. Avant que la sorcellerie rentre dans l'histoire, je pense que le monsieur avait quand même quelques red flags ou quelques Ouais, orange flags dans la manière dont déjà, enfin, le premier incident qui a eu lieu, hein, l'incident où elle avait un problème avec sa voiture et puis elle le croise dans la rue, etc., alors qu'elle lui a confié son enfant. Pas très cool. mm, mm. Et le deuxième truc, je dirais, c'est que c'est peut-être lui qui a ouvert la porte à cette sorcellerie-là, parce que c'est lui qui est allé vers cette fille-là. Quand il a commencé à avoir des rapports avec elle, il n'y avait pas encore de sorcellerie. C'est lui qui a Mm. ouvert la porte à ça. Et il me semble que c'est quand ils ont commencé à se fréquenter que la fille a fait de son mieux pour pouvoir le garder. Effectivement, ouais, effectivement. Et on se rappelle qu'à un moment, il blâme notre invité pour le fait qu'il soit allé voir cette dame pour cette relation bon, extra-conjugale. Exactement. Et puis bon, après, je comprends que en tant que trompeur, c'est pas facile de dire la vérité, mais il lui a Mm, voulu donner une chance à un moment donné. Elle lui a dit, est-ce que tu me trompes? Il a dit, non, est-ce que tu ouais, me trompes? Je suis tout le temps là. c'est beaucoup d'informations à la fois. J'imagine même pas la brutalité avec laquelle l'invité a dû vivre ces événements-là. Moi, de mon côté, je me demande à la fin de cet épisode, qu'est-ce qui vient par la suite? Surtout, ma question spécifique, c'était vraiment de savoir où cette dame est aujourd'hui. C'est Est-ce vrai qu'elle s'est évaporée. qu'elle a accouché? Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Parce qu'effectivement, ouais, c'est évaporé. Donc, c'est ma question. Ah, le temps le dira, hein. C'est Mm, bizarre quand même. En tout cas, ça, c'est un rappel qu'il y a tellement de dimensions à naviguer dans des relations avec les gens. Et je trouve que mm. c'est difficile en fait. Si tu dois déjà gérer un couple, point barre, qui n'est pas facile, là maintenant tu dois venir mettre la sorcellerie dessus pour essayer de voir qu'est-ce qui est sorcellerie, qu'est-ce qui n'est pas, comment te protéger de ça. Sans compter le fait qu'elle a des enfants à gérer, elle a une carrière à gérer. Et ça a été difficile pour elle de ne pas pouvoir en parler avec sa famille dont elle est proche. Ah, ça, tu t'imagines? Oh là là. Oh, j'aurais pas pu. Waouh. Et c'est là où je pense que vraiment cet épisode, pour moi, c'est un rappel que quand on dit l'amour rend aveugle, mais pas forcément de manière pessimiste, mais c'est ça, parce que l'invité racontait toutes les crises d'angoisse qu'elle a eues, la quantité de larmes qu'elle a coulées, etc. Mais malgré ça, l'amour qu'elle ressentait pour son conjoint restait plus fort, ce qui fait qu'elle lui a donné une autre chance et ils continuent d'être ensemble, de cheminer, d'essayer de voir comment aller de l'avant. Et elle était même prête, du coup, à ne pas en parler à sa famille pour pas que sa famille lui dise, écoute, sors de ça. Et je pense Ouais. que c'est la preuve que leur amour est profond. En tout cas, ben, on espère que vous aurez aimé cet épisode. Et puis, on attend, comme d'habitude, vos retours sur les réseaux où on s'amuse bien à avoir de belles discussions. D'ailleurs, vous pouvez nous laisser des commentaires hein, sur Spotify si vous écoutez sur Spotify. Et on aime bien parce que ça nous permet de communiquer directement avec vous sur les épisodes. Donc, commentez si vous êtes sur Spotify. Normalement, le problème, pour ceux qui avaient un problème pour écouter Spotify en Côte d'Ivoire, ça devrait être réglé. Donc, bon, après, là, je dis ça à la fin de l'épisode. Donc, si vous êtes là, c'est que vous savez que c'est réglé. Je m'excuse. Mais suivez-nous et abonnez-vous partout, sur toutes les plateformes d'écoute, sur les réseaux sociaux aussi. Et surtout, 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 merci à tous ceux qui nous ont envoyé leurs histoires dans les semaines passées. Ça fait plaisir. On continue d'avoir besoin d'histoires pour avancer. Donc, si vous avez une histoire que vous pensez qu'il peut passer dans le podcast ou vous connaissez quelqu'un qui a une histoire susceptible de passer, contactez-nous et puis on vous dira quoi faire. Thank you so much. Au revoir.